J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, laid et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit. Ah, c'est Dick, avec ton ami Rémi. Et on s'en lasse pas. Allez, salut les feignasses, fini la sieste, c'est le moment de l'émission, Salon de pauvres, 13e déjà. Tu te rends compte un peu? Ça a fait un espèce d'écho bizarre là. Voilà, c'est vrai. Je dis ça pour la technique de l'autre côté. Et ben, 13e émission, disais-je, de Salon de pauvres. J'entends rien. Et aujourd'hui, on n'est pas au complet parce que notre amie Ingrid a une grosse grippe. Alors voilà, on la salue bien. Hein. Ingrid, tu restes au chaud, surtout. Voilà, tu te cales bien sous ta couette, tu sors les moritos et voilà, tu écoutes Salon de pauvres. Et puis comme ça, si on dit des conneries, tu nous engueules. Hein. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez intervenir. Vous pouvez aussi intervenir sur notre page Facebook, bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. C'est dommage, il n'y a plus Ingrid là, mais elle sera là le mois prochain. Bon, vous pouvez réagir et puis répondre aussi à quelques petites campagnes qu'on commence à mettre en place et dont on vous parlera pas plus tard que tout à l'heure. Voilà, on est début novembre et l'invité de ce mois-ci, c'est un re-invité. Et oui, il commence à avoir son siège ici à Radio Béton. C'est Pascal Dabouy, représentant l'entraide solidarité. Alors on va en parler tout à l'heure. Ça a changé de nom, c'est ex-entraide ouvrière. Il s'occupe plus particulièrement des questions d'hébergement et on a déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. C'était en août, je crois. Enfin, c'était dans le courant de l'été. Voilà. Et on avait souhaité qu'il revienne parce qu'on s'est dit que revenir en début novembre, c'est pas mal du tout parce que début novembre, voilà, s'il y a d'autres problématiques qui se mettent en place, c'est le début de l'hiver, c'est le début de... je sais pas si vous avez regardé notre page Facebook et même quelques autres, voilà, on commence à voir arriver les photos annuelles de gens qui dorment dans la rue, etc., etc. Et voilà, c'est le moment. Nous aussi, on a des choses à en dire. Mais bon, on en parlera tout à l'heure avec Pascal Dabouy. Et on commence par Marie-Thérèse qui a eu une petite idée que je trouve très sympathique parce que voilà, ça fait bientôt 1 an qu'on est là. Et on va vous proposer une petite récap des gens qui sont venus causer dans le poste depuis 1 an. Voilà. Et il y a la version longue de ça, on le précise quand même. Si vous voulez avoir les coordonnées de ces gens-là plus précisément, vous allez sur la page Facebook et tout vous sera marqué vachement bien. Voilà. Eh ben bonjour Marie-Thérèse. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Bon, non, mais je passerai après. Bonjour Alain. Bon, ça fait déjà, comme vient de le dire Alain, ça va faire déjà 1 an que Salon de pauvres a vu le jour.
Et Donc, et oui. Et c'est les membres du groupe Stigmatisation qui en ont eu l'idée, avec Guylaine, Ingrid, Alain, Sandrine, Jérôme, Pascal, sans oublier ceux et celles qui ont passé vite fait dans le groupe. Et sans oublier en particulier Lazare de Tours et Isabelle, anciennement de Loche, qui ont œuvré tout au début et très activement. Voilà. Au On groupe. a vu passer des gens. On a même vu passer Vincent Louot, alors t'inquiète. Oui, c'est vrai. Mais qui revient nous voir le mois prochain. Oui, Voilà. oui, c'est pour ça que je tendais la perche. Faire la transition. Donc, en novembre, Sandrine Marchais, que vous entendez chaque mois, nous a présenté les groupes ressources et les sous-groupes et comment y participer. Ça, c'était en novembre. C'est la première. Voilà, et c'était enregistré. C'est la seule d'ailleurs qui a été enregistrée. Puis, après, en décembre 2016, nous avons reçu en direct M. Vincent Louot, conseiller départemental en charge du RSA et de l'insertion, qu'on reverra le mois prochain. En janvier 2017, nous avons reçu Marie Dubois de Culture du Cœur. En février, Victoire Hérault des Compagnons Bâtisseurs. En mars, Jean Pulot de la troupe Les Sans Casquettes. En avril, Juliette Apula, directrice du Centre social pluriel. En mai, Claire Carré et Bénédicte Longat d'ATD Carmonde. En juin, Nicolas Jaumin d'Ecopia. En juillet, Anne Brunner de l'Observatoire des inégalités. Qui sont à l'origine d'un petit bouquin. Si vous vous intéressez à la question, c'est indispensable. Franchement, c'est indispensable. Ouais. Le rapport social des inégalités qui a été publié en juin 2017 et qui a été soumis au gouvernement d'ailleurs sur des projets. Sandrine, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur leur site, donc observatoire, www.observatoiredesinégalités.fr. On peut le commander en ligne sur leur site. Il y a des frais postaux où on peut aller le chercher directement à l'Observatoire des inégalités à Tours, puisqu'ils ont une adresse physique, vraiment, puisque leur siège est à Tours et l'antenne est à Paris. Voilà. Donc si vous regardez sur les pages jaunes, l'Observatoire des inégalités, vous allez avoir leurs locaux sur Tours. Voilà. Et vous pouvez l'acheter et on le rappelle, dans leurs locaux. On remettra tout ça sur la page Facebook. Oui, tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc on arrive en août. On a reçu Pascal Daboui, directeur du pôle hébergement Entraide Solidarité, anciennement Entraide Ouvrière. En septembre, Laurent Pello d'ID37 et Virginie Porteboeuf de la compagnie des Trois Casquettes. En octobre, Laurence Yvonneau de Tours Emploi Service et le témoignage de moi-même. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Daboui, directeur du pôle hébergement de l'Entraide Solidarité. Et je laisse la parole à Alain pour nous présenter les actualités de notre groupe. Voilà, oui. On était un petit peu en roue libre sur plein de sujets. Il y a des discussions sur plusieurs projets en cours. Mais néanmoins, il se passe toujours quelque chose sur notre page Facebook. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? Alors, dès le 7 octobre, début de mois, découverte de la brigade anti-cas sociaux. Le réservoir de tête à claque s'agrandit. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que la brigade anti-cas sociaux, en fait, c'est le chaînon manquant entre les crânes rasés et les bas du front, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est assez croquignolé. C'est vraiment, quand je dis tête à claque, c'est vraiment l'expression consacrée. Vous y allez, c'est le 7 octobre sur la page Facebook. Le 9, Jean Rochefort est mort. Ça nous a permis de citer à nouveau sa fameuse phrase, je cite, « Si vous trouvez que les gens qui ont le RSA sont des assistés, démissionnez et vivez avec 470 € par mois et vous aurez autant de chance qu'eux. » Alors, salut Monsieur Jean Rochefort, merci pour ces mots-là et un de ces jours. 13 octobre, du théâtre avec les Trois Casquettes. Et on reparle de la baisse de 5 € des APL. Alors ça, on n'a pas fini d'en parler, on en a reparlé.
Bon, pour l'anecdote, je suis moi-même chez un bailleur social et j'ai reçu une belle lettre circulaire absolument furibarde signée par tout le conseil d'administration du bailleur social en question. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Enfin bon. Le problème, c'est qu'au bout de la course, le dindon de la farce, c'est toujours le même. Mais enfin bon. Que voulez-vous? Par contre, bonne nouvelle, le 13 octobre, le podcast de l'émission est arrivé. Voilà. Donc, il y a eu des petits soucis le mois dernier, mais bon, ça a fini par se réguler. Le 17 octobre, la grande presse découvre la stigmatisation à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Le monde veut en finir avec les clichés sur les pauvres. Bon, saluons les gens du monde, ils ont du boulot, hein. 18 octobre, la preuve. 18 octobre, Pierre Gattaz, le boss du MEDEF, qui n'avait pas pris ses gouttes ce matin-là, propose de contrôler tous les chômeurs tous les jours. Je déconne pas, il a réellement dit ça, Gattaz. Donc devinette, dans ce cas, puisque nous sommes censés être tous égaux, tous les combien faut surveiller les patrons? Hein? Commenter, disserter, je ramasse les copies dans 2 heures. 18 octobre encore. Premier appel à témoignage sur les personnes qui auraient rencontré des problèmes avec des professionnels de santé. Vous savez, ceux qui refuseraient la CMU malgré les consignes très claires du Conseil de l'Ordre. Tremblay, Carcasse, on a des noms. Appel relayé le 24 octobre. On verra plus tard, mais croyez-moi, on en reparlera de ça. 24 octobre encore, nous avons désormais une adresse mail. Alors là, on est fiers comme tout. Hein. Salon de pauvres, tout simplement, en un seul mot, pas de trait, pas de point, pas d'espace, rien. Salon de pauvres à gmail.com. Et un compte Twitter, salon de pauvres, pareil toujours, pof, pas d'espace, rien, au plus simple. Voilà, donc on est au taquet sur les réseaux, comme on dit. C'est vachement bien. 25 octobre, à la CAF, on chasse les fraudes. Vérifiez sur la page, hein, si vous croyez que je... Chez Pôle emploi, on annonce une baisse du chômage. La roue tourne. Et on déborde un petit peu sur novembre, parce que là, on va y revenir, on n'a pas fini de vous emmerder avec ça. Le 7 novembre, on annonce quoi? On annonce un concours d'affiches pour Salon de pauvres, pour l'an prochain. Parce qu'on a épuisé tout le stock de nos belles affiches, c'est pas la peine de pleurer, il est grand temps d'aller piquer les dernières qui restent dans les bars. L'an prochain, il y en aura peut-être une autre, alors on va pas tout faire tout seul. Si vous avez des idées, vous vous sentez graphiste, vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous savez bien, à Béton, c'est nos limites. Hein, donc allez-y, lâchez-vous, le concours est lancé. Vous nous envoyez tout ça ou vous venez l'apporter à Radio Béton qui nous le gardera précieusement dans un petit coin. Et puis on verra bien quand est-ce que... Alors on fera peut-être une expo si on a plus d'une dizaine de projets, ça serait bien. Je trouvera bien un bistrot pour faire une expo. Et puis on verra bien qui choisit. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs projets différents. Hein? Allez, à vos plumes, à vos ordinateurs, à vos Photoshop et tout le machin. Youp! Voilà. Ah, bon, quand même. Bon, il fait soif, là, c'est le temps de la pause musicale, là. Hein? Non, non, elle veut pas. Elle veut pas. Bon, parce que je voulais en profiter pour parler de notre amie Ingrid, qui avait eu l'idée de commencer à parler pour la pause musicale du Club des 27. Ah oui. Le fameux Club des 27, c'est tous ces rockers qui sont morts à l'âge de 27 ans. La fameuse génération foutue, Hendrix, Morrison, Brian Jones, Jimmy et entre autres Kurt Cobain, pardon, j'ai oublié Kurt Cobain. Pardon, excusez-moi. Voilà. Chuck Berry, non, pas Chuck Berry, non, lui c'est 90, pardon. Bon. Et donc, voilà, elle avait commencé à dire, bah voilà, on va faire un titre ou plusieurs de chacun d'entre eux. Et puis là, on hésitait la dernière fois entre Jimi Hendrix et Brian Jones.
Alors donc, après mûre réflexion, j'ai choisi Janis Joplin. Parce que je me suis dit, voilà, j'aime bien Janis, voilà, j'ai par rapport à ça quelques vagues souvenirs perso, et donc j'ai gardé très longtemps une grosse collection de titres inédits. Et bon, certains sont maintenant sortis en pirate, et même en officiel. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en choisir un qu'on entend rarement. Alors, j'ai pris une reprise d'un vieux standard du jazz, c'est Trouble in Mind. Et vous allez voir ce qu'elle en fait, Janis. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait 30 ans de carrière de plus. Alors attention, c'est un enregistrement amateur fait à l'arrache, voix, guitare. Le guitariste c'est Jorma Kaukonen, le guitariste de Optiona et Jefferson Airplane. Du bon, ça. C'est que du bon, voilà. C'était Janis dans une maison chez Jorma Kaukonen, et quand on écoute bien, on entend quelqu'un dans le fin fond qui tape à la machine. Et la bande en question, qui comporte 6 titres, y a gagné un titre dans le milieu des tape traders. C'est-à-dire des gens qui s'échangent des enregistrements, ça s'appelle le typewriter tape. Voilà. Et bon, alors, on parlera de qui la prochaine fois? Je sais pas, peut-être Brian Jones. Pourquoi pas? Hein, on va en reparler. Et bon, on va revenir maintenant à Tours et à la période actuelle, parce que bon, c'est bien joli les chanteurs morts, mais bon, on n'est pas là que pour ça. Bon. Allons-y. Alors, je sais, bon, on va poser les questions un peu à la bonne franquette. Je sais pas qui doit commencer, c'est pas marqué sur ma feuille là. Ah oui, et si on avait dit Marie-Thérèse sur peut-être la première question. Oui, vous pouvez. Voilà.
bonjour monsieur, rebonjour monsieur Daoui. Oui, rebonjour. Voilà. Bonjour à tous Pour et à les- toutes. Voilà. Pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez, pour ceux qui n'ont pas pu écouter au mois d'août, nous rappeler un petit rappel de l'émission avec le rôle, la structure et les publics que vous touchez? Alors, l'ex-entraide ouvrière qui s'appelle dorénavant André Solidarité, donc je dirai un petit mot tout à l'heure. Eh bien, notre grande mission, c'est l'hébergement. Enfin, une grande mission première de l'entraide, c'était l'hébergement, l'accompagnement social des personnes en vue d'une autonomie sociale. Mais à ça, au fil des temps, c'est ajouté la formation, l'accompagnement, ce qu'on appelle socio-professionnel, même si c'est inscrit dans l'entraide depuis fort longtemps, même quasiment depuis ses débuts. Et puis nous avons des services d'accueil, donc le pôle social et médical qui est au Hall. Nous avons aussi la Tobal, donc tout ce qui est du dispositif d'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Voilà, donc l'entraide s'est construite autour de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle, mais aussi s'est ajouté un certain nombre d'autres services qui sont liés souvent à des nouvelles politiques sociales ou à des besoins sociaux qui sont non recouverts. Voilà. Alors la dernière fois j'ai expliqué un peu la diversité des hébergements, je ne vais pas le refaire, mais je pourrais juste simplement résumer, disons qu'à chaque gouvernement, on a une nouvelle politique de l'hébergement, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs. Alors, je vous parle du centre d'hébergement de réinsertion sociale, mais je vais vous parler des logements temporaires, et puis du glissement de bail, et puis du logement adapté, et puis de la pension de famille, et puis voilà. Donc tout un tas de choses qu'il est fort difficile de se retrouver quand on n'est pas vraiment dedans. D'accord, merci. Et pouvez-vous nous dire pourquoi l'entraide ouvrière a changé de nom? Alors, l'entraide ouvrière a changé de nom à sa dernière assemblée générale, donc au mois de mai 2017, parce que, pour un certain nombre d'administrateurs et d'adhérents qui s'avérera majoritaires, il y avait nécessité d'actualiser l'association, de donner un nom plus visible et plus compréhensible de ses activités, et de faire évoluer son nom, et disant aussi que ouvrière est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, d'autant qu'il y avait deux lectures dans ouvrière. Il y avait une première lecture qui était la tradition ouvrière, la promotion ouvrière, et donc qui était autour du Père Pinot et un certain nombre d'autres syndicalistes qui ont construit l'entraide ouvrière. Donc vraiment dans l'idée à la sortie de la guerre, de promouvoir les gens qui n'avaient plus rien au statut d'ouvrier, qui était un statut de promotion sociale. Et puis il y avait une deuxième logique qui était ouvrière, dans le sens que lutter contre la pauvreté demande un effort permanent et doit réunir l'ensemble des catégories sociales en vue de lutter contre la pauvreté. Donc l'œuvre est importante. Donc c'est dans ce sens-là, ouvrière en tant qu'action de promotion ouvrière, et ouvrière en tant qu'œuvre importante à mener. Voilà, donc ça ne paraissait plus opportun. L'entraide se garantit de ne pas oublier son histoire, d'où elle vient. Donc le curé qui a été à l'origine, qui était aussi responsable de la mission ouvrière de l'Église catholique, voilà, mais qui était aussi un peu transcourant. En tout cas, c'est une association, somme toute, qui a été bâtie sur une ossature laïque, même si c'était un curé qui était à l'origine, c'était une ossature laïque. Et donc voilà, donc c'était une adaptation au temps. Je ne sais pas si moi personnellement c'était très opportun. Je pense que c'est pas parce qu'on change de nom que l'on change de sa volonté d'agir ou de se dire qu'on est plus moderne. Je ne pense pas que ça soit toujours adapté, et répondre comme ça à l'air du temps, c'est pas toujours de bonne augure. Mais bon, voilà. L'esprit n'a pas changé, les services n'ont pas changé, la volonté d'agir n'a pas changé, donc ce qui est l'essentiel.
Alors, du coup, je vais partir sur des questionnements un peu plus concrets. Donc là, avec l'arrivée de la période hivernale, de quels moyens vous disposez actuellement pour y faire face et quelles seraient les difficultés que vous que vous pourriez rencontrer en fait? Alors, juste un petit rappel, mais la loi Allure, normalement, dit il n'y a pas de gestion saisonnière de l'urgence. Hein, et donc, c'est tout au long de l'année que les places d'urgence, comme les places d'hébergement, doivent répondre à la détresse des personnes à la rue. Somme toute, on s'aperçoit qu'il y a encore des dispositifs divers, alors que ça ne devrait plus exister, et qu'on reste sous-équipé, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à la demande. Une petite référence de la semaine dernière, il y a eu un soir où il y a eu presque 100 demandes de personnes qui ont cherché un hébergement et qui n'ont pas été satisfaits. Donc on est toujours entre 40 et 100 personnes qui cherchent un hébergement. Et l'hiver approche. Les dispositifs, alors à l'entrée de l'hiver, on ouvre, la période d'hiver c'est toujours 1er novembre, 30 mars. Il y a des dispositifs d'ouverture de lits, de places nouvelles, comme on dit. Alors, il y a eu beaucoup de places de créées depuis 2-3 ans. C'est quand même conséquent. Des places d'urgence, pas des places d'insertion, des places d'urgence, mais il y a eu beaucoup de places. Il va y avoir des places nouvelles. Et puis, en cas de grand froid, alors en cas de grand froid ou en cas de météo très agitée, grand vent, tempête, etc. Il y a l'ouverture de 2 gymnases possibles, le gymnase Raco qui est à côté du hôpital Bretonneau et un gymnase qui est à Saint-Avertin. Donc ça, c'est les deuxièmes lignes. Première ligne, on augmente le parc d'hébergement et puis après, en cas de coup dur, ce qui veut dire que même avec l'ouverture de nouveaux lits, il y aura encore des gens qu'on ne pourra pas héberger. D'accord, donc ça c'est vraiment... Donc ça veut dire concrètement, des dizaines de personnes parfois, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils dorment dehors? Alors, ou est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a des solutions de débrouille qui existent Principalement. C'est-à-dire que les gens qui téléphonent au 115, ils tentent leur chance d'avoir une place. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment dehors. C'est-à-dire qu'ils peuvent être chez un ami, dans la famille, mais en tout cas, ils sont dans une situation précaire d'hébergement et qui souhaitent partir sur autre chose. Donc il y a aussi le milieu militant aussi qui accueille des gens, mais au-delà de tout ça, la famille, les amis, les associations militantes, la saturation des dispositifs légaux, eh bien il y a encore des gens sur lesquels il n'y a pas de solution. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que on gère l'urgence ou la période hivernale en France comme si c'était une catastrophe naturelle à chaque hiver. Voilà. Il faut ouvrir des livres, mais non, la catastrophe elle est permanente. C'est catastrophique que des gens restent à la rue, c'est catastrophique que des gens qui sont en détresse, on ne peut pas leur venir en aide. C'est ça qui est catastrophique. Et on devrait, la France quand même, en capacité de répondre à l'ensemble des personnes qui se retrouvent en situation difficile. Enfin, je pense. Surtout qu'il y a des familles aussi, qu'il y a des enfants. Alors, il y a des familles, des enfants, il peut y avoir des très jeunes enfants. Donc là, on en parle un peu plus parce que là, l'entrée de l'hiver, il a fait un peu froid. Donc vous remarquez que sur les grandes chaînes de télé, on va nous resservir le pauvre, le mendiant, le clochard à Paris qui est dehors et qu'il faut faire quelque chose sur une vision misérabiliste et de grande pitié. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Une politique nationale contre la pauvreté et pour l'hébergement de tout le monde, eh bien, c'est une politique permanente et une politique qui donne les moyens d'accueillir et, comme on dit à l'entraide, d'accueillir et d'accompagner. Parce qu'il ne suffit pas que d'héberger les gens, il faut aussi un accompagnement, il faut un encadrement qui puisse permettre aux gens de retrouver une autonomie sociale. Et une place sociale. Alors, effectivement, il y en a qui sont très très fragiles. Je pense particulièrement aux jeunes ou aux étrangers qui errent dans les rues de Tours ou ailleurs, qui n'ont pas de solution ou qui n'ont plus de droits, et qui là, on laisse des gens complètement à la dérive. On n'est même plus sur... je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment se réinterroger sur nos capacités humaines de répondre à ces détresses sociales.
certes, on supprime 5 euros sur les APL, on libère l'ISF. Tout ça, c'est normalement pour desserrer l'économie, mais pour relancer l'emploi. Bon, ça fait 40 ans que ça ne marche pas, mais on refait de la même chose. Et pourtant, il y a encore des gens à la rue, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de grand... Alors, on est en préparation d'un grand plan hivernal, on est en préparation d'un grand plan pour lutter contre la pauvreté. On attend. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme je disais tout à l'heure, à chaque nouveau gouvernement, il y a un grand plan contre la pauvreté et la pauvreté a augmenté. Donc, ils devaient être notés sur leurs résultats, ils ne seraient pas loin d'être à zéro. Mais je crois qu'il y a des gens qui passent en dessous des radars. C'est comme s'il y avait un certain nombre de gens, principalement depuis quelque temps, et dans les très grandes villes, des enfants ou des ados, qui sont en dehors de toute protection, qui n'ont pas été repérés, qui sont à la rue, et qui passent comme s'ils passaient derrière le rideau. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement doit être très très difficile à prendre en compte, à gérer, et effectivement nous moi je suis le premier à être un peu mal à l'aise quand je gueule sur le fait qu'on nous pique 5 euros sur les APL, parce que je me dis, juste à côté de moi, dans la rue à côté, il y a peut-être un de ces gamins plus ou moins fantômes de la société qui est là et qui, lui, n'a strictement rien que la démerde. Et quand c'est pas, dans certains cas, les poubelles. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres sont à peu près permanents. C'est-à-dire qu'on a en France à peu près entre 150 000 et 200 000 personnes qui vont tomber dans l'escarcelle de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement d'insertion. Donc on a, depuis une quinzaine d'années, cette population en très très grande difficulté et qui a tellement chuté qu'elle se retrouve à la rue. Alors il y en a qui passent 8 jours, mais il y en a qui passent de longs mois, voire de longues années. Mais ça, c'est des gens qui peuvent à la limite être un peu connus, parce qu'ils sont visibles, ils sont accueillis, ils sont dans les centres d'hébergement, ils sont ils sont en contact avec les travailleurs sociaux, ils sont sur les territoires, donc ils peuvent être vus, et ils ont tellement plus rien que, il y a nécessité de leur tendre la main et de leur venir en aide. Mais il y a toute la tranche qui est au-dessus. Et elle qui vit du RSA ou des minima sociaux, qui est dans son logement, mais qui tire la fin du mois à chaque fois. Il est difficile, il faut aller au Resto du Cœur, il faut aller... Des gens qui vivent aussi que par les services sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout autonomes. Et ces gens-là, on ne les voit plus. On peut ne pas les voir. Combien de gens sont dans les minima sociaux et ne vont même des fois pas au Restaurant du Cœur parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont pas envie de se faire voir, etc. Et c'est cette catégorie-là, je pense qu'elle est assez invisible. C'est des gens qui sont dans la démerde, ils arrivent encore à s'en sortir, mais souvent ils s'en sortent en s'enfonçant, quoi. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Alors, il ne faut pas sous-estimer aussi les capacités de solidarité, de proximité, entre voisins, la famille, on resserre, même si c'est difficile, même si c'est reste chaotique, n'empêche que heureusement qu'il y a ça, parce que les gens ils pourraient complètement tomber. Ceux qui arrivent en centre d'hébergement, c'est souvent qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus rien. Mais c'est le problème qu'on rencontre, parce que on est tous pas loin voire même dedans dans cette catégorie-là, et on en connaît d'autres qui, eux, ne viendront jamais causer dans une radio parce que pour eux c'est plus possible. Effectivement,
Ça pose des questions parce que ça pose toutes les questions d'une société. C'est-à-dire pour qu'il y ait des solidarités, par exemple, entre voisins, il faudrait que l'habitat soit conçu autrement que ce qu'il est. Parce que aller faire de la solidarité entre voisins au Sanitas, pour ne citer que ça, si Ingrid était là, elle pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, la principale relation, c'est une relation de nuisance. Hélas, et c'est comme ça. Quant à la famille, effectivement, ce qu'on constate quand les gens glissent dans la pauvreté, c'est très souvent une déstructuration, au contraire, de la structure familiale qui, non seulement, très souvent, n'aide pas, mais parfois même va jusqu'à stigmatiser et rejette comme un pestiféré celui qui est devenu le cassos, la feignasse, l'assisté, le profiteur du système. Et au contraire, ça aggrave les rapports familiaux. Moi, je l'ai vu dans plusieurs familles de gens que j'ai côtoyés. Et au quotidien, effectivement, c'est catastrophique parce que c'est le dernier palier. Et puis on sent qu'il n'en faut pas beaucoup pour glisser vers la rue. Il suffit d'une facture impayée de trop et puis voilà, tout s'enchaîne. Alors, quand on dit... on peut parler d'enchaînement. Ouais. Personne... il n'y a aucune personne qui a une situation, à dire classique. Hein. Voilà, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui vont à l'école, voilà, j'ai un peu tout ça, hein, et je suis un citoyen ordinaire. Voilà, j'ai mon salaire en fin de mois, voilà. Et on n'est pas du jour au lendemain, paf, ça y est, je suis à la rue. Le processus qu'on appelle de désinsertion, c'est-à-dire que globalement, l'individu va perdre pied, va s'extirper, va s'éloigner de la société, ça se fait doucement. Et ça se fait tellement doucement que ça aussi amène l'individu à changer. Je donne un exemple très précis parce que je trouve qu'il est relativement bien parlant. Je connaissais quelqu'un, j'avais rencontré une personne, 45 ans, il a été ouvrier à Descartes, dans une usine qui s'appelait Émérite, qui a fermé. Et donc, l'usine a fermé, il était marié, il avait 2 enfants et il avait un petit pavillon à côté de Descartes. Voilà, l'usine a fermé, qu'est-ce qu'on fait? On s'est bagarré pour pas que l'usine ferme parce qu'on savait que l'usine fermée, c'était 400 personnes et 400 personnes sur le carreau et il n'y avait pas de boulot. Donc, il s'est retrouvé du jour au lendemain, à un moment donné, au chômage. Donc, l'usine a complètement fermé, on s'est retrouvé, qu'est-ce qu'on fait? On voit toujours les copains, on est toujours insérés. Les copains, l'usine, la famille, le quartier, les clubs auxquels on appartient, le club de boule ou autre, club de foot. Et donc, on est ce qu'on appelle inséré, on a du lien social. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus le boulot? On se retrouve avec les copains au bistrot du coin et on tape le carton, on joue aux cartes. Et puis, le temps passe. On écrit une fois, on écrit 2 fois, les lettres de motivation tombent, on n'a pas envie de... Et puis la motivation aussi tombe. Et dans la famille, ça s'était mal passé, et à un moment donné, sa femme a dit, écoute, tu prends ta valise et tu t'en vas. Et donc, rupture. Donc, rupture avec l'emploi, rupture avec la famille. Il part de Descartes, rupture avec l'ensemble de son environnement social, les copains, les amis, le voisinage, etc. Il perd tout ça et il se retrouve à Tours. Complètement, perdu, parce que ce n'est pas sa ville, parce que ce n'est pas ses repères, parce que... comme il avait pris l'habitude de pas mal consommer avec ses copains en jouant aux cartes, arrivé sur Tours, il se retrouve à la rue, il dort à la rue, il dort sur les bords de la Loire, sous le pont de Pierre. Et il me disait un matin, je me suis réveillé sur les bords de la Loire et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je plonge ou je remonte? Je plonge ou je remonte? Et j'ai décidé de remonter. Et il est remonté et il est allé voir les services sociaux. Et donc à partir de là, on l'a accompagné, il a été hébergé. Comme c'est quelqu'un qui était pas trop loin de l'emploi, c'est-à-dire qu'il avait travaillé, mais ça faisait pas des années, et quelqu'un qui s'était remobilisé lui-même, effectivement, il a pu
après son passage en hébergement, retrouver un boulot et puis son logement. Et on voit que cette dégringolade, ça a duré 2 ans. C'est pas venu comme ça. Tout ça s'installe tous les jours. Vous savez, imaginez que vous êtes en famille, hein, tous les 3 fois par an, les parents invitent les enfants. Il y en a 3 qui ont du boulot, le 4e, il tombe au chômage. Il dit, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben voilà, la boîte a fermé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, on met là, c'est pas grave, parce que je vais rechercher du boulot. Puis là, je repeins la chambre du petit. Donc, c'est le moment. Donc, la première phase de chômage, c'est toujours considéré un peu comme des vacances, hein, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et puis, un coup de bon courage. Hein. Et puis, le prochain repas, on va dire, bonjour, alors comment ça va? T'en es où? J'ai toujours rien. On a envoyé des lettres de demande d'emploi et on a reçu des réponses négatives ou pas du tout. Et l'individu, il subit tout ça. Hein. On considère que au bout de 6 mois, une personne a perdu 50% de ses capacités à se remobiliser pour aller chercher de l'emploi. Et donc, il faut qu'on se justifie. On dit, j'ai peut-être un stage là. Et puis, comme je ne retrouve pas dans ma branche, je vais peut-être faire une formation. Ah, tiens, il va falloir qu'on change. Donc, voilà. Et puis on part, bon courage, hein, on dit au revoir aux frères et aux sœurs. Et puis 4 mois après, il faut revenir. Et les frères et sœurs, ils disent, alors, t'en es où? T'as trouvé du boulot? Et là, on peut dire, est-ce que tu as tout fait pour trouver de l'emploi? Et donc, ça ne devient plus un problème social, ça va devenir un problème personnel. C'est la faute à la personne. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as bien cherché? Est-ce que tu as été jusqu'au bout? Et voilà, et ça s'engage. Et la 4e fois, la personne, elle vient plus voir la famille parce qu'elle n'a pas envie de se justifier. Et voilà, c'est comme ça, on se retire tout doucement. C'est insidieux. Ça. Et donc, à chaque fois qu'on est au chômage, quand on est à la misère, il faut toujours se justifier de sa situation. Comme si la société était désincarnée, n'existait pas et elle-même n'avait pas produit de la déshérence, de la désinsertion des individus. Ça, c'est effectivement, cela bien dit, c'est un enchaînement, c'est un processus, c'est jamais du jour au lendemain. Heureusement, pas mal d'entre nous enrayent, hein, c'est pas parce qu'on perd son boulot qu'on va perdre tout, hein, mais c'est des fragilités. Et les personnes qui sont un petit peu plus fragiles, il y a une rupture, et puis des fois, ça va emmener un enchaînement de ruptures, et c'est là que c'est bien très compliqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés principales matérielles et psychologiques rencontrées par les personnes qui reçoivent l'aide de l'entraide aux solidarités? Alors, c'est multiple, hein, parce qu'il n'y a pas un profil type. Hein, donc, on a des gens qui sont en très grande difficulté, donc qui ont connu des années d'errance, de rue, pour des raisons que je viens d'expliquer. On a pas mal de jeunes. Il faut savoir que, en gros, alors les jeunes de moins de 25 ans représentent à peu près 25% de la population accueillie. On voit apparaître des très anciens, donc des gens de plus de 70 ans, hein, qui se retrouvent à la rue et donc dans les structures d'hébergement. Des gens qu'on ne voyait pas il y a encore 5 ans. Hein. Des gens qui ont des problèmes d'addiction, multiples et variés, des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes hommes alors avec des formations de faible niveau, pas d'expérience professionnelle, dont le travail n'est pas forcément une référence d'insertion. Des jeunes migrants, hein, alors qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans la société, et donc sont extrêmement mobilisés et se mobilisent très fortement pour trouver une place. Des personnes en demande d'asile, des personnes qui ont été refusées de l'asile, donc des gens sans papier. Alors, des gens sans papier, ça existe, oui, mais souvent les gens ont un bout de papier et puis ils perdent, puis après ils en ont un autre petit bout, puis ils perdent un petit bout. Donc, des gens qui sont complètement insérés, insérés, entre guillemets, sauf qu'ils n'ont pas de papier. Quand je dis ça, c'est des gens qui sont dans des appartements, qui arrivent on leur donne une allocation et qui arrivent complètement à vivre de façon autonome. Ils n'ont pas besoin des services sociaux. C'est parce qu'on les met dans une situation difficile qu'effectivement, ils ont besoin des services sociaux. Dès lors que les gens sont régularisés, ils s'insèrent très bien dans la société et c'est des gens il n'y a pas de soucis particuliers. Donc, un public très divers.
Alors, très divers, sachant que, je vous rassure, hein, nous avons rarement de fils de notaire, nous avons rarement de filles de médecins, nous avons rarement... On n'a qu'une des catégories sociales qui sont dans la difficulté, dans les bas salaires, dans les emplois à faible revenu, tous ces gens, comme je disais tout à l'heure, qui, à un moment donné, ont pu avoir une vie sociale normale, et puis une accroche, et plaf, on tombe dans l'escarcelle et dans le processus qui fait qu'on est mis à l'écart. Donc c'est très, très, très divers. À part les grands profils, je dis les gens qui ont des problèmes d'addiction ou des problèmes de violence, mais le public est somme toute assez divers. On sait faire côtoyer dans nos bâtiments des gens qui ont une scolarité extrêmement difficile, et qui sont proches peut-être parfois de l'illettrisme, avec des migrants qui sont d'un très très bon niveau. C'est relativement intéressant de faire vivre dans un même milieu des personnes qui sont d'origine culturelle, mais aussi sociale, sous le même toit. Parce que ça crée ça crée des équilibres, ça crée des rencontres. Alors on peut mettre ça sous le terme multiculturalisme, mais ça ne veut pas dire que ça se fait que je ne fais pas de l'angélisme, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, mais on arrive à faire cohabiter des populations qui ne se connaissent pas et qui de fait s'enrichissent les unes des autres. Voilà. Donc les deux grands thèmes qui sont, c'est les personnes donc qui n'ont plus d'hébergement ou de logement, donc on va avoir derrière des histoires de gestion budgétaire, d'endettement, etc. Donc quand on a moi je rigole toujours quand on dit à quelqu'un qui touche le RSA, mais il faudrait faire attention, il faudrait apprendre à gérer ton budget. Je ne sais pas que ceux qui disent ça ou ceux qui sont très véhéments sur la question, ils ont déjà géré 450 € par mois. Quand on a, 5 000 € par mois, peut-être que c'est facile, mais quand on a 450, et demander, de toute façon, je crois que c'est un peu une constance, quand tu es pauvre, la société demande de payer ta pauvreté. Il faut que tu justifies et tu justifies et tu dois te former sur tes insuffisances à être un citoyen ordinaire avec pas grand-chose. Et ça, c'est le regard de la pauvreté. L'Observatoire des inégalités fait un travail relativement intéressant pour faire voir ces images que l'on ne fait pas voir. Parce que on est encore dans une logique où le pauvre est dangereux, le pauvre n'est pas la référence, le pauvre, comme si c'est toujours celui qui va te piquer quelque part ou quelque chose. C'est pas ça. Il faut l'éduquer, il fait jamais ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il est pauvre. Ça, je trouve que c'est terrible. On n'inverse pas le regard qu'on a sur les gens qui sont en grande difficulté. Au contraire, on devrait être dans une société où c'était l'intérêt, la remarque du fondateur de l'entraide qui disait il faut toujours regarder la société à travers celui qui a le moins, à travers le pauvre. C'est à partir de ça qu'on doit lire la société. Pas par le haut, comme on dit, pas par les premiers de cordée, mais par les fins de cordée. C'est toujours par là qu'on devrait regarder. Et dire, lui, s'il n'est pas bien, elle, si elle n'est pas bien, si elle n'a pas tout ce qu'il faut, en quoi la société doit l'aider. Non pas donner des miettes de l'aide sociale, mais en quoi la société doit lui donner les capacités d'être un citoyen autonome. Tout à fait. On va peut-être squeezer quelques questions secondaires, mais la dernière me semble tout de même importante. C'est comme on a récemment changé de gouvernement, il y a eu un brassage, et il y a eu un autre brassage à Tours, puisqu'on a aussi changé de maire. Est-ce que vous avez eu connaissance de nouveaux projets ou de nouvelles directives ou de nouvelles barrières qui pourraient vous impacter? Pour l'instant, il y a dans les politiques publiques, il n'y a rien de neuf. On sait que c'est en gestation. On sait que alors je ne sais pas si vous savez, il y a quelques années, c'était le grand projet du logement d'abord. Il y a eu le logement d'abord, il y a eu le chez-soi d'abord. Donc l'idée, c'était qu'on peut être de la rue à passer à son logement, avec tout un tas d'actions qui accompagnent cette démarche.
les exemples venaient des États-Unis, les exemples venaient des pays du Nord. Bon, je pense pas que ce soit trop dans notre culture, mais bon, ça peut être une action nouvelle qui peut être regardée avec intérêt. En tout cas, ça ne peut pas marcher tout le temps. Et puis, des foyers collectifs, il y en aura toujours besoin, hein, parce qu'il y a des gens qui sont tellement en difficulté qu'il y a besoin d'une aide forte, hein, prise en charge au niveau de l'hébergement, de la restauration et de l'accompagnement social. Mais on ne voit rien arriver de neuf. Hein, alors, à part cette histoire de logement d'abord, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit un peu dans la grande continuité. C'est-à-dire qu'on regarde, on crée de l'hébergement et on crée de l'hébergement d'urgence. Et l'hébergement d'urgence, c'est souvent de l'hébergement précaire. Les hébergements, on prend le dernier mouvement sur Tours, qui a été Albert Thomas. Oui. Eh bien, Albert Thomas, on en a refait un foyer où on ouvre le soir à 18h, on ferme le matin à 8h, et pendant ce temps-là, la journée, les gens sont à la rue. Alors, on va dire, mais ils peuvent aller à la halte, ils peuvent aller à la barre. C'est-à-dire qu'on crée autre chose. Et pour nous, l'hébergement d'urgence, ce n'est surtout pas de la précarité d'hébergement. C'est-à-dire qu'on est pour ouvrir de l'hébergement d'urgence 24 heures sur 24. Parce que si on considère que les gens en urgence sont les gens qui sont le plus en difficulté, parce qu'on se retrouve dans une situation où on a besoin d'être accueilli, eh bien c'est là que l'individu a besoin d'entourage, d'accompagnement, de rassurance, de sérénité, de donner un espace où il puisse se reconstruire, il puisse se rassurer. Eh bien, l'urgence, ça doit être ouvert 24 heures sur 24. Et on est encore, en France, trop souvent sur l'urgence, à la nuit. Hein, on est dans de la nuitée, soit de la nuitée d'hôtel, soit de la nuitée de foyer. Et ça, je trouve que on n'avance pas sur cette question. La preuve en est, c'est qu'on ouvre des dispositifs divers sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, on va fermer le matin, et hop, on met les gens dehors. Vous voyez, une famille avec 5 gamins ou 3 enfants en bas âge, et hop, ils reprennent leur bagage, ils repartent, ils refont la ville de Tours, il faut qu'ils aillent manger à Perpète, et après le soir, il faut qu'ils refassent le 115 et qu'ils reviennent. Non, c'est avec pas la certitude d'avoir son hébergement. Ça, hein. Donc maintenir les gens dans une précarité, on ne se rend pas compte de ce que ça peut, produire d'inquiétude chez les gens et de meurtrissure pour les enfants. Moi, j'ai eu en tête encore quelques cas où on faisait vadrouiller les gens comme ça. Tous les matins, les gamins partaient pas réveillés, à peine mangés. Il fallait qu'ils partent pour aller, on ne sait pas où. Dire allez 115 ou allez voir là ou allez voir là, et puis le soir ils revenaient avec leur bagage. C'est inhumain, il n'y a pas besoin de bon. Mais ça, puisqu'on parlait d'Albert Thomas, oui, les foyers qui ferment le matin et qui rouvrent le soir, toute cette problématique-là, c'était exactement ce que disait le comité de soutien et les résidents d'Albert Thomas. Et le problème qu'on a rencontré à Tours et qu'il faut dénoncer à chaque fois qu'on le pourra, c'est que ce discours-là a été rendu sciemment totalement inaudible par les autorités, parce que les autorités ne les ont jamais reçus. Ils n'ont jamais eu la politesse de les écouter, ne serait-ce que 5 minutes. Et alors effectivement, à ce moment-là, il n'y a eu aucun dialogue de possible, mais effectivement, eux, ce qu'ils demandaient, c'était effectivement une forme d'accueil qui soit pérenne, qui retienne le jour, et qui soit un accompagnement aussi vers une solution encore plus stable, évidemment. Évidemment, je crois qu'on est très, très, très en retard. Alors, on va peut-être s'excuser auprès de Guylaine, Ingrid, non pas Ingrid, parce qu'elle n'est pas là, et Émilie, qui devaient nous parler respectivement des inégalités entre les gens dans les quartiers et sur aussi de la fameuse journée dont j'ai un peu parlé tout à l'heure sur le refus de la misère à Tours, qui a eu lieu le mois dernier. Mais bon, de toute façon, on en parlera et puis on
On fera peut-être un petit article surprise sur la page Facebook. Peut-être quand même une dernière question, une dernière remarque, Pascal Debouy. Si vous voulez clôturer peut-être. Oui, alors, clôturer, non, appel aux dons, on va dire, on met un terme à la discussion d'aujourd'hui, mais clôturer le débat, je pense qu'il ne faut surtout pas le clôturer. Je vous remercie Radio Béton et Salon de Pauvre de m'avoir invité une fois de plus. Je trouve que c'est un endroit fort sympathique et on a encore plein de choses à dire. Et puis que ce genre d'émission, ce genre d'initiative est à faire savoir, à valoriser, etc. Alors après, sur les dispositifs, on n'y reviendra pas, mais sur l'hiver. Je suis et sur les politiques à venir, je suis quand même moi inquiet que à quelques différences près, ça soit encore de la même chose et que les personnes qui sont en grand besoin, en grande souffrance, eh bien, on leur demandera encore un peu d'attendre ou s'adapter à des places manquantes. Et ça me semble assez terrible. Vous l'avez rencontré, la nouvelle équipe municipale ? Alors, on ne l'a pas rencontré. Moi, je peux rien en dire parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait de grandes déclarations sur la matière, sur l'hébergement, sur les personnes à la rue, etc. Monsieur Babary, il y a eu alors moi, je n'ai pas eu de contact personnel, mais l'association a eu. Bon, il n'y a pas eu forcément de grandes avancées sur les politiques. Moi, j'ai été étonné qu'une des premières mesures, ça a été la réduction des aides, notamment pour les personnes sans papier. Donc, c'est ça qui me catastrophe une fois de plus. Voilà, donc on l'a vu sur Albert Thomas, comme il a été dit, le projet de l'entraide n'a pas été retenu parce que, effectivement, on allait trop loin sur le fait que l'hébergement devait être pérenne et ouvert 24/24. Bon, tant sur les politiques